Je me présente assez rapidement. Gauthier Crescent, membre fondateur Forfoot Solutions avec Clément Potier, Olivier Garcin et puis Ardo Agoudo. Euh, on est présent, on est trois aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, on va se faire une petite table ouverte sur un sujet qui nous tient à cœur avec mes deux compatriotes que vous devez voir en même temps, Jean-Philippe Guizeux, David Mongeau, qui viendront se présenter. L'objectif, en fait, c'était juste, ça fait un moment qu'on parle tous les trois et c'était vraiment de se faire une petite table ouverte pour pouvoir interagir avec vous tous sur, voilà, sur le développement, en fait, le développement du jeune espoir jusqu'au footballeur professionnel, donc jusqu'au joueur pro. On a fait un focus parce que c'est notre spécialité sur le football professionnel. Pourquoi cette table ouverte? Parce qu'en fait, on en discute à chaque fois dès qu'on se voit sur nos trois méthodes de travail. Donc, ils se présenteront eux-mêmes, mais rapidement, JP est podologue posturologue et il a une grosse particularité parce qu'il est chercheur, et notamment avec de nombreux joueurs élites. David Mongeau, qui est podologue posturologue également, qui lui va avoir une autre spécificité, c'est que lui, il intervient directement dans le staff d'un club professionnel, donc il va nous partager un petit peu son expérience. Et puis moi-même, Gauthier Crescent, podologue, posturologue, préparateur physique, entraîneur, joueur et gardien. Et justement, moi, j'ai encore une autre approche, tout simplement, parce que justement, j'interviens sur le terrain et je mets en application ce que peuvent apporter comme besoin. Voilà, je laisse la parole à JP qui va se présenter et qui va vous parler un petit peu de trois petites choses. Salut à tous, vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Tout va bien? Bon. Bonjour, d'abord merci Gauthier de m'avoir invité. Salut David. Je vais essayer de me présenter de façon assez brève, parce qu'on a pas mal de choses à dire derrière. Très brève, donc, très brève. Donc, effectivement, je suis podologue depuis 2001, libéral. J'ai effectivement, par des rencontres, par des formations continues, grâce entre autres à Philippe et Sylvie Villeneuve, été amené à m'intéresser de plus en plus à la recherche. Donc Philippe et Sylvie m'ont fait le plaisir de rencontrer Pierre-Marie Gaget, Bernard Weber, qui m'ont vraiment permis de me poser des questions, d'abord, de me poser beaucoup de questions et d'essayer de les confronter. Et donc le meilleur moyen, à un moment, je me suis dit qu'il fallait y aller. Donc en 2015, je me suis inscrit en master, en STAPS, et depuis, donc, je suis en école doctorale au laboratoire de Paris-Saclay donc en sciences du sport et mouvement humain. Voilà, que dire par rapport au foot. Par rapport au foot, c'est une histoire qui en fait a démarré dès ma formation initiale à l'EFOM, puisque en mémoire d'étudiant, je suis allé taper à la porte du médecin responsable du Paris Saint-Germain. Donc j'y étais avec ma grande gueule à son cabinet pour lui demander, voilà, est-ce que je pourrais faire mon mémoire d'étudiant avec quelques collègues que je salue, j'espère qu'ils sont là, Benoît Gébert, Jean-Philippe Allais, Carole Pichery, j'en passe. Et on a fait une petite étude toute simple sur le centre de formation. On avait presque 50 joueurs. Et puis, les premières questions sont arrivées puisque on a fait une étude en fait rétrospective. On a regardé quelles étaient les blessures qu'avaient eu les joueurs. Et puis, on faisait notre examen podologique. Et puis, du coup, on s'est rendu compte que c'était pas ceux qui avaient les pieds les plus problématiques qui se blessaient. Donc, en clair, on va en parler, mais voilà, la vérité, un peu comme dirait Scully, c'est parfois ailleurs. Enfin, Mulder d'ailleurs. Après, effectivement, de par ma pratique, moi je suis plutôt ancien handballeur, mais je suis portugais aussi, donc chez nous il y a trois religions, c'est Fado, Fatima et le football. Donc effectivement, j'ai toujours joué au foot aussi à côté, et puis dans ma pratique, j'ai été amené à rencontrer pas mal de footballeurs, comme le disait Gauthier. Donc moi, ce que je vais essayer de vous faire, effectivement, c'est une présentation de la science. C'est vrai que la capacité didactique, c'est-à-dire de transmettre son savoir scientifique au terrain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour nous.
quand on est clinicien à la base, c'est un petit peu plus facile, j'espère. J'espère que vous le sentirez comme ça. Et puis, j'ai accepté parce que j'ai envie d'entendre ce que vous avez à dire aussi. Donc, je passe la main à David et à tout de suite. Enchanté, bonjour. David, je suis podologue à Troyes. Je travaille avec le club de foot professionnel de Troyes depuis la saison 2012-2013. Un peu comme JP, je suis handballeur de formation sportive. Oh, la vieille, c'est handballeur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais passionné de foot depuis le plus jeune âge, j'ai eu la chance d'intégrer le staff. Je vous expliquerai un petit peu le parcours, comment je suis arrivé là tout à l'heure quand je ferai ma présentation. Mais voilà, ça fait maintenant 4 ans que je connais Gauthier et quand il m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait, j'ai dit banco, vas-y, on y va. On va s'amuser un petit peu, puis on va présenter ce qu'on fait et puis voir si ça peut intéresser certaines personnes. Donc, on va pas s'attarder trop longtemps, je pense, sur ma présentation, parce que sinon, on va en avoir pour 3 heures. Donc, Gauthier, à ton tour, je te laisse te présenter, puis après, on y va. Donc, moi, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, l'idée, là, c'était vraiment de faire une super table ouverte, parce que vraiment, nous, c'est un grand plaisir qu'on a à échanger là-dessus et sur ce sujet. Comme on l'a dit, donc l'approche très scientifique de JP qui intervient au niveau des jeunes et des footballeurs pro, l'approche vraiment très podologique, il la présentera, mais c'est vraiment super intéressant avec des super protocoles qu'il a mis en place dans son club pro. Et vraiment, moi, j'interviens aussi directement en fait sur le terrain, dans de la préparation physique, notamment sur des gardiens avec l'Académie GB Développement, et puis en collaboration avec un autre préparateur physique, Anthony Debord. Et là, on va justement se poser les mêmes questions que JP et David, mais avec une application terrain. Donc, vous verrez, on va pouvoir. L'idée, c'est on puisse un peu échanger par rapport à nos 3 parcours qui sont complètement différents, mais qui se rejoignent, qui se retrouvent. Je repasse la main directement à JP. En fait, il va vous faire très, très simplement, je ne sais pas si c'est le mot, mais très, très simplement, version JP, une approche très scientifique du foot avec son approche de chercheur. Il va vous expliquer un petit peu, redémarrer un peu tout ça via un cadre très théorique, vers un petit peu la revue de littérature épidémiologique qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde du foot, et comment lui, il arrive à associer tous ces chiffres-là, parce qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça, au niveau de l'application thérapeutique. JP, je te laisse la main. Merci Gauthier. Alors, j'attends juste que le partage d'écran ait lieu. Vous me confirmez que mon diaporama s'affiche bien? Ça arrive. Okay. Voilà. TOP. Ok. Donc Gauthier l'a dit, je vais essayer de vous présenter, comme tout bon chercheur, déjà ce qu'on appelle mon cadre théorique. Cadre théorique, ça veut dire dans quoi je m'inscris pour étudier effectivement les sciences du sport. À partir de là, effectivement, je vais vous faire quelques diapos plutôt fondamentales sur les sciences du sport et comment, à chaque fois, je vais, à partir de ces études, transposer ce qui est dans la littérature à ma pratique podologique et comment je peux effectivement mettre ça en lien avec les pathologies, les blessures et les problématiques du footballeur. Alors, ce cadre théorique, il est basé effectivement sur ce que nous, on appelle en sciences du sport le couplage perception-action. Si je vais un peu dans le détail, ce couplage perception-action, il fait partie des neurosciences computationnelles. Alors, ce terme barbare, effectivement, s'explique. Je donne toujours cet exemple aux élèves, c'est que vous prenez une grenouille, vous avez une mouche qui est devant, et puis la grenouille, on le sait tous, à un moment, elle va gober la mouche. Donc ça, c'est pas un problème, tout le monde sait ça. Ce qui est scientifiquement, on va dire, stupéfiant là-dedans, c'est que normalement, la mouche, elle est beaucoup plus rapide que la grenouille. Donc en fait, la grenouille va pas gober la mouche là où elle la voit, parce que sinon elle la manquerait totalement, mais là où elle sera à la fin du mouvement. Donc, la grenouille va devoir détecter le mouvement de la mouche, le prédire, et puis aussi, elle s'auto-calibrer quelque part pour que elle puisse la voir au bon moment et manger à sa faim.
Donc, il y a plein de calculs là-dedans. Et en fait, nous, les neurosciences computationnelles, on va réfléchir comme ça, avec une grenouille qui va être comme un système, avec ses entrées, donc les entrées sensorielles, ici particulièrement visuelles. Vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Et puis, des sorties qui sont le mouvement. Et c'est ce mouvement que la grenouille va produire, c'est lié aussi à des choses un petit peu plus internes. C'est l'état interne, la faim, elle a faim, elle a besoin de manger cette mouche, etc. Donc vous allez voir que il y a de la neuroscience, il y a de la biomécanique, il y a du cognitif dans tout ça. Donc voilà pour expliquer un petit peu. Là, ce que je vous ai mis, c'est un schéma qui est très complexe. Hein, je vais pas le détailler, mais voilà, il y a tout un tas de sensations qui vont permettre à l'humain de percevoir les choses et ensuite de générer une action qui va être efficace. Et donc, à partir de là, on se demande effectivement quel est l'effet de l'apprentissage sur le sportif, sur l'expertise sportive. Et tout ça pour effectivement aller chercher le contact. Comme la grenouille va aller chercher le contact avec la mouche, eh bien, le sportif va, lui, utiliser ses entrées pour aller chercher le contact avec le ballon, comme le tennisman va aller chercher le contact avec la balle, etc., etc. Alors, si on rentre dans des diaporamas un peu plus complexes, je dirais que le contrôle postural, d'abord, c'est ce que j'ai étudié moi particulièrement, hein, c'est mon axe de travail avec le deuxième qui est les asymétries, ce sont les asymétries, pardon. Vous voyez encore là un schéma qui est très complexe, mais qui peut en fait se résumer en une intégration multisensorielle. On a plein de systèmes qui nous permettent de se ressentir notre corps et notre environnement. Et puis, on sait déjà dans les sciences du sport que toutes ces informations sensorielles, on le sait, il y a pas mal d'études là-dessus, vont être prépondérantes dans la régulation de notre équilibre, mais également de la façon dont on va s'orienter, et c'est particulièrement étudié dans l'expertise sportive. Ça, ce schéma, c'est des revues récentes, hein, du professeur Payet du laboratoire de Pau, de l'université de Pau. Donc, c'est quelqu'un qui a pas mal étudié effectivement le contrôle postural chez le sportif. Qu'est-ce qu'il fait comme synthèse de tout ça? Et je vais vous amener justement à regarder un petit peu plus précisément en fait les informations sensorielles et à voir que ce qu'il en détache, c'est que la vision n'a pas une importance si cruciale que cela chez le sportif. En quelque sorte, son message, c'est de dire que plus le sportif devient expert dans son domaine, et plus il va se détacher des informations contextuelles, visuelles, et plus il va donner de l'information à d'autres systèmes vestibulaires, proprioceptifs, cutanés, tactiles. Le cutané, on l'oublie très souvent, malheureusement. Philippe Villeneuve nous a amené beaucoup cette notion de cutané, et elle est très importante. Il y a pas mal de littérature aussi sur la peau qui sont très récentes et très intéressantes. Donc, si on finit un petit peu le message, on se rend compte que plus le sportif devient expert et plus il est capable effectivement de faire un certain nombre de choses de façon automatisée, et plus il est capable de développer ses apports sensoriels, par exemple, internes, proprioceptifs, et puis de construire un schéma corporel d'expert qui va lui permettre de se situer dans l'espace de façon optimale. Donc, c'est cette dernière revue là, qui est parue en 2019, où il fait vraiment une revue de littérature sur tout ce qui a pu être écrit sur le sportif et sur sa posture, et surtout l'effet de la posture sur le mouvement. Je vais montrer une petite vidéo, d'ailleurs, si je peux faire une petite transition, vous allez voir sur mon écran. J'espère que ça passe bien. Alors, c'est une petite vidéo rigolote, hein, mais simplement pour montrer, vous me dites, Gauthier, si elle apparaît bien. Parfait, JB. C'est parfait, c'est pas celle-là. Ouais. Alors, je sais que ça choque toujours les gens quand on dit, non, dans la posture, la vision n'est pas importante. Dans le mouvement, on va automatiser un certain nombre de choses pour se situer d'abord dans l'espace sans la vision. Cette petite vidéo, elle est rigolote parce qu'elle va vous montrer effectivement que la vision, elle sert à focaliser, effectivement. Et puis, parfois, il y a des gros loupés. Hein, parfois, il y a des gros loupés. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que le sportif, normalement, son référentiel principal pour son contrôle postural et puis ensuite pour générer le mouvement, c'est pas forcément la vision.
Alors nous, au laboratoire, qu'est-ce qu'on étudie en fait? C'est les différences interindividuelles, à savoir chaque individu est unique. Alors cet individu, il y a pas mal de gens qui ont étudié ça il y a très longtemps, c'était d'ailleurs en psychologie au départ, comme Holman. Ils utilisent des tests qui sont des tests de verticale subjective, comment la personne perçoit la verticalité de son corps par rapport à la verticale gravitaire, hein. Et il y a des capacités qui vont interférer dans son contrôle postural. Et en clair, déjà, on va distinguer les individus en deux parties. Et on va dire qu'il y a des individus qui ont plutôt un référentiel visuel et qui vont avoir des stratégies posturales plutôt en bloc. Et à côté de ça, on va avoir des sportifs qui vont avoir des référentiels plutôt égocentrés. Plus ils sont experts, plus ils ont un référentiel égocentré et une stratégie posturale, cette fois-ci, qui va être articulée. Donc c'est ça qui signe l'expertise. Ce sont des individus qui sont indépendants au champ visuel. Si on rentre un petit peu plus en détail, comment on transpose ça chez le footballeur, c'est une question que je pose, hein, attention. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, c'est qu'on voit que il y a des footballeurs qui, peut-être, ont besoin d'avoir un petit peu plus d'attache visuelle par rapport à leur conduite de balle, par exemple, comme ici, et d'autres qui sont plutôt proprioceptifs. Et la question qu'on se pose, nous, en recherche, c'est effectivement, si on arrive à distinguer ces individus, est-ce que ces gens qui sont visiodépendants ne sont pas plus susceptibles de se blesser que ceux qui seraient plutôt proprioceptifs? Alors, proprioceptif, c'est un terme qui est très galvaudé, hein, mais il faut plutôt retenir le côté référentiel égocentré et exocentré dans cette histoire. Et notre but, c'est de lier ce qu'a montré Paillard, c'est-à-dire le petit schéma que vous voyez au milieu des deux photos, et ce côté visiodépendance et proprioception. Donc on a des sujets au milieu qui ont un niveau qui est, on va dire, un niveau moyen de poids visuel, qui est quand même moins important que le poids des informations somesthésiques. Et puis parfois on a des sujets qui en ont un petit peu plus d'informations visuelles et des sujets qui en ont un petit peu moins. C'est très important pour notre suivi clinique déjà, parce qu'il faut savoir où situer le sportif déjà dans ses préférences sensorimotrices, et c'est comme ça qu'on va pouvoir prédire éventuellement si un sujet va se blesser par rapport à ses facultés déjà internes. Alors je sais que mes collègues vont parler après des préférences motrices, etc. Mais en fait, David va revenir dessus juste après, effectivement. Voilà. En fait, on se rencontre aujourd'hui, et dernièrement, là, il y a eu 2 grosses publications sur la variabilité interindividuelle. Il y a les chercheurs nantais qui se sont posés sur cette hypothèse. Ils ont pris 80 personnes, ils les ont fait marcher, ils les ont fait pédaler, et grâce à un algorithme, ces chercheurs ont réussi à associer ces cycles de pédalage et de marche à la bonne personne dans plus de 99% des cas. Donc en fait, cette variabilité interindividuelle, elle change une partie, mais en fait, elle est quasi infinie, cette variabilité interindividuelle. Donc, elle démontre effectivement l'existence d'une signature individuelle des activations musculaires, et quelque part, notre façon de marcher, ça peut être comme une empreinte palmaire, pardon. Donc, voilà, le champ est quasi infini, et peut-être que les préférences motrices s'approchent le mieux aujourd'hui de cette variabilité interindividuelle, mais ça reste encore beaucoup à étudier. Notre laboratoire, nous, l'a fait sur le membre supérieur, et notre laboratoire a la chance d'être très pluridisciplinaire. Donc, on a des psychos, c'est notre directeur de labo, hein, on a des biomécaniciens, on a des neuroscientifiques comme nous, et puis il y a des physiologistes qui étudient la variabilité cardiaque, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, Gauthier m'a demandé de focaliser d'ailleurs là-dessus pour vous montrer l'importance de la posture dans le mouvement sur les ajustements posturaux anticipateurs. C'est vrai que nous, en tant que podologues, quand on va voir les médecins, nos collègues kinésithérapeutes, systématiquement, on nous dit, bon, c'est bien gentil, mais ton contrôle postural, moi, le sportif, il bouge, il est en mouvement, ce que je veux, c'est que tu me fasses de l'analyse dynamique, c'est ça qui m'intéresse. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, et en fait, tout est à analyser. Moi, mon bilan, c'est le contrôle postural, c'est le contrôle du mouvement. Donc, j'utilise effectivement la plateforme de stabilométrie, j'utilise une plateforme de baropodométrie, elle est couplée pour voir la marche, j'utilise des capteurs inertiels pour voir effectivement comment ils se comportent en dynamique,
etc., etc. Tout est important, et je dirais même que si on avait un petit peu plus de connaissances au niveau psycho et cognitive, on pourrait même, à partir de là, voir si le sujet est à même de comprendre ce qu'on lui dit. C'est ce qu'expliquait dans une autre vidéo, d'ailleurs, nos collègues sur la douleur. La douleur a énormément d'impact aussi au niveau de cet aspect cognitif. Donc, les ajustements posturaux anticipateurs, c'est ce que va mettre le sujet comme programme pour anticiper le mouvement. Il faut comprendre que le mouvement, c'est ce qui va perturber notre posture. Donc, notre posture a besoin de se préprogrammer pour engendrer un mouvement qui va être efficace et qui ne va pas le perturber. Donc, c'est l'ensemble des manifestations effectivement musculaires, dynamiques, cinématiques, qui vont affecter le corps humain avant de réaliser un mouvement. Donc, en clair, moi, je vois mon directeur de thèse, Eric Yu, qui a particulièrement étudié l'initiation à la marche. Eh bien, on se rend compte que, tout simplement, on met en jeu des instabilités, une préparation à l'instabilité avant de marcher. Donc, on va libérer le tibial antérieur pour pouvoir mettre en action du membre droit, par exemple, pour mettre en action le solaire du membre gauche et ainsi commencer à marcher grâce à ce petit couple de déséquilibre. Déjà, quand on génère un mouvement, on ne met pas un muscle en action, on en libère un. C'est déjà un petit peu contradictoire. Alors, comment il va mettre le sujet en place ses appâts? C'est qu'il a besoin d'une certaine expérience. Donc, le bébé, quand il grandit, il va essayer des choses, il va se casser la figure, et puis il va se rendre compte que pour générer un mouvement sans se casser la figure, il a besoin de se préparer à ce mouvement. Donc, quand il va lever le bras, il va comprendre qu'en levant le bras, il se casse la gueule en arrière. Donc, s'il veut lever le bras et ne pas se casser la figure en arrière, eh bien, on se rend compte que l'humain, alors c'est Nachner qui a étudié ça en 76, eh bien, il va mettre d'abord en action des muscles au niveau du pied et de la jambe pour pouvoir lever le bras, tout simplement. Voilà, si on peut résumer un peu les appâts comme ça, j'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Super, justement, c'est ce qu'on disait un petit peu en off la dernière fois, ce qui est hyper intéressant, notamment dans une approche de faire appliquer un petit peu cette approche scientifique des ajustements posturaux anticipateurs, c'est que justement, en fait, on peut avoir, nous, en tant que podologue, mine de rien, un énorme rôle, non seulement préventif, mais aussi préventif dans la performance. On dit souvent, pour tous ceux qui travaillent dans le foot, dans le milieu du sport, le luxe, c'est d'avoir le temps. Si on ajuste correctement et qu'on travaille sur ces appâts, en fait, ça va nous permettre et optimiser justement l'action d'un joueur pour qu'on puisse se dégager du temps et du coup retrouver du luxe pour avoir du temps pour exécuter son action. Donc, en fait, on retombe tout à fait sur ce que tu viens de dire. L'objectif, c'est se stabiliser pour pouvoir préparer l'action qu'on va exécuter juste après. Exactement. Alors, du coup, je vous ai sélectionné cette petite étude sur les ajustements posturaux anticipateurs et le football. Donc, c'est King et Wang qui ont étudié ça en 2017. Ils ont demandé à des sujets tout simplement de faire des tâches de shoot. Donc, ils étaient sur des plateformes de force. Ils avaient donc 2 shoots à faire dans 3 directions différentes avec des angles de 30 degrés. Et puis, 2 shoots donc dans chacune des directions. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que dans la préparation au shoot, il n'y avait pas de différence entre la jambe non dominante, qu'on appelle le pied pilier, et la jambe non dominante, qu'on appelle le pied du shoot. Hein, c'est-à-dire qu'ils mettaient exactement les mêmes amplitudes dans leurs ajustements posturaux anticipateurs pour réaliser ce shoot. En revanche, on a remarqué que au niveau temporel, les ajustements posturaux anticipateurs intervenaient plutôt sur le pied pilier que sur le pied du shoot. Donc, entre guillemets, effectivement, le footballeur, s'il veut réaliser un shoot de qualité, il faut qu'il utilise son pied pilier, il faut qu'il perçoive plus vite les choses, il faut qu'il se prépare plus vite et il faut qu'il fasse tout ça plus vite. Et donc, la stabilité, c'est une question d'abord d'anticipation, hein, parce qu'il y a cette dimension temporelle, et seulement après, on a effectivement le côté optimisation du geste. À partir de là, on revient sur les études sur le contrôle postural avec Paillard, c'est qu'on a remarqué que ce contrôle postural, effectivement, il devenait meilleur avec l'expertise posturale, avec l'expertise sportive, pardon. Donc, si vous prenez un joueur régional et un joueur national, on se rend compte que le joueur de niveau national
il est meilleur, il a une meilleure stabilité que le joueur de niveau régional. Et puis, si on s'intéresse par exemple au poste, alors c'est une toute petite étude, attention, hein, c'est une toute petite cohorte que Payard avait utilisée ici. Donc, il posait la question, on se rend compte que, par exemple, les défenseurs sont plus stables que les attaquants. Ont l'air plus stables que les attaquants. Ça demande de faire un petit peu plus d'études. J'en ai fait pour ma part et je peux vous assurer que je le confirme. Pourquoi ? Parce que je pense que son hypothèse est la bonne. Les défenseurs ont besoin, encore une fois, d'anticiper le mouvement de l'adversaire. Et donc, ce côté opposition va optimiser le contrôle postural. On retrouve ça, en fait, dans la littérature. On se dit comme ça, qui va avoir le meilleur équilibre ? Ah, ce sont les danseurs, les gymnastes, etc. Quand vous regardez la revue de littérature, bizarrement, vous retrouvez le judo, encore une fois un sport d'opposition, et puis vous retrouvez le football, effectivement, qui est bien placé. Alors, vous me direz, le football est beaucoup plus étudié que d'autres sports, d'accord, mais en tout cas, les dernières revues de littérature sur le contrôle postural vont dans ce sens-là. Un petit peu, justement, si je comprends bien, ça veut dire que, j'interagis un petit peu en même temps, mais si je comprends bien, c'est-à-dire que plus on se prépare à avoir de l'opposition, à des sports, entre guillemets, comme le judo, plus de contact, de combat, choses comme ça, plus on pourrait gagner en stabilité. Exactement. Exactement. Donc, c'est déjà un axe de travail aussi. Hein. Un axe de travail, on voit qu'il y a beaucoup, alors je parle à nos amis kinésithérapeutes, préparateurs physiques, et je sais qu'ils en sont tout à fait conscients, qu'ils vont beaucoup plus, qu'ils sortent de plus en plus d'exercices très physiques, renforcement, etc., pour aller vers des exercices d'instabilité où on va essayer de shifter le sportif, on va essayer de le perturber au maximum. Et c'est dans ces perturbations qu'on va le construire, en fait, et qu'on va le faire devenir plus fort. Et donc, quand on va focaliser sur 2 pathologies en particulier, vous allez voir que c'est vraiment important. Alors, je passe encore une fois justement sur des comparatifs. Alors là, c'était une étude récente sur un comparatif entre des footballeurs, des joueurs de baseball et puis une population contrôle. Et ben, vous vous rendez compte, elle est très belle cette étude parce que vous vous rendez compte que parfois le contrôle postural simple bipodal ne suffit pas aussi, il faut aller sur des spécificités unipodales, parce que c'est la spécificité parfois de certains sports. Et puis vous voyez effectivement dans le diagramme de droite que les yeux fermés, quand on demande effectivement au sujet d'aller chercher ces informations plutôt internes, c'est là où le footballeur va se détacher d'autres sujets, hein, qui soient dans le baseball ou qui soient même effectivement des novices, ce qu'on appellera entre guillemets des sédentaires, des non-sportifs. Donc si je pouvais conclure sur cette première partie de l'importance du contrôle postural, voilà, il faut retenir que ce rôle statique, pourquoi je l'ai mis entre guillemets, parce que j'en ai marre qu'on dise que la posture c'est statique, ça n'est rien de statique. Ça a un aspect de maintien gravitaire, il est vrai, hein, on doit s'ériger contre la gravité, d'accord, mais elle a un rôle surtout dynamique. C'est un vrai support à l'activité motrice derrière, de par déjà notre orientation posturale de départ. Donc cette activité posturale, elle va préparer le corps au mouvement, et puis surtout, elle va rétablir aussi l'équilibre après la perturbation. Il faut revenir à ce qu'on connaît. Voilà, donc je vais passer maintenant au côté un petit peu plus appliqué, l'épidémiologie. Alors je ne vais pas aller dans le détail, hein, on n'a pas le temps, je pense aujourd'hui, d'aller dans le détail de toutes les blessures. Voilà, il y a des choses, hein, il y a des choses à retenir ici, c'est que les femmes se blessent plus, par exemple sur le ligament croisé antérieur, qui est une des 2 pathologies dont on va parler aujourd'hui. On se rend compte bizarrement que le pied, effectivement, n'est pas une région particulièrement blessée. Moi, ma conviction, c'est parce que, effectivement, lorsque le pied fonctionne, ça a un impact sur toutes les autres articulations derrière. Mais oui, dis-moi, Gauthier. Non, c'est David. Juste avant que tu partes sur l'épidémiologie, on a 2 questions de Mathieu Toulza qui demande si on n'aurait pas intérêt à faire travailler les sports d'opposition auprès des footeux pour travailler leur stabilité, leurs APA, mais je pense qu'il a eu la réponse de Gauthier qui en avait parlé juste avant. Oui, ça je suis totalement pour. Et moi je vois dans le handball par exemple, il y a pas mal de clubs aujourd'hui qui font travailler les sportifs sur d'autres activités sportives. On se rend compte, je pense que Gauthier va en parler pour les jeunes, mais il y a les Nordiques en particulier qui disent qu'il ne faut pas que le jeune sportif soit trop expert de son domaine trop tôt en âge.
Les sportifs, on les détecte aujourd'hui, on va dire ceux qu'on se dit, oh là là, ceux-là, ça va devenir des vrais stars plus tard, vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Et puis après, ils arrivent en centre de formation à 11, 12, 13 ans. Finalement, ils vont faire que leur sport. Ça, c'est une erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour éviter les blessures, je pense qu'il faut faire un maximum de choses à un jeune sportif, mais je laisserai Gauthier en parler par la suite. Désolé pour cette coupure. J'ai répondu en commentaire sur la question de Dorian. Moi, je t'entends, mais je vois rien. Sur la question de rigidité. En fait, nous, on parle plutôt de raideur. C'est un vrai paramètre qui est très intéressant. Est-ce que ça permet d'anticiper? Est-ce qu'on sait que c'est en rapport avec des blessures? En fait, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est où placer le curseur. Donc Dorian, oui, certainement que ça a un intérêt, c'est évident. Maintenant, on se rend compte encore une fois qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est très importante là-dedans. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question à peu près. À partir de là, donc sur l'épidémiologie, là, j'entends plus rien, j'ai pas de retour. Si, tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, sur l'épidémiologie, il y a des différences, il y a des différences hommes-femmes. Vous voyez que chez les femmes, par exemple, c'est plutôt la cheville, c'est plutôt le genou. Voilà, dernièrement, on était plutôt sur le genou de façon majoritaire, pardon. Ça commence à s'inverser, on commence à avoir plus de problèmes au niveau global. Je vous invite à aller voir sur les revues de littérature les revues épidémiologiques de Extrand, qui est le grand spécialiste FIFA football. En fait, si on peut résumer, un club de foot professionnel avec 25 joueurs, par exemple, si on s'intéresse à l'entorse de cheville, c'est au moins 7 entorses de cheville par saison. Ces entorses de cheville, elles ont diminué légèrement depuis 11 ans, en moyenne de 3% par saison. Mais il y a quand même 40% des entorses de cheville qui sont en masse, qui sont dues effectivement à un tacle, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des 60 autres pourcents? C'est tout ce qu'on veut faire, nous, en tant que podologue, parce que je pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Et la majorité des entorses se font sur le membre dominant, donc pas celui qui est appelé à être le pied de la stabilité. Et puis, il y a des différences entre les taux de blessure, justement, entre ce membre dominant et les membres non dominants. Et c'est là où moi, dans mon deuxième axe de recherche, je vais sur ces asymétries. Et ça, c'est un axe de recherche qui, je pense, me prendra toute la vie. Donc, j'ai pas fini de vous en parler. Là, je vous ai mis ça, mais je veux juste que vous le gardiez pour vous, que vous regardiez. C'est très intéressant. C'est effectivement qu'est-ce qui va intervenir le plus, où est-ce qu'il va y avoir le plus de récidives, et puis surtout ce qui va le plus impacter le joueur au niveau de sa performance et de son retour à la compétition. Donc c'est pour ça que je vais focaliser effectivement sur l'entorse de cheville, et puis je vais focaliser effectivement sur le LCA qui est la vraie épée de Damoclès du footballeur. Donc ne quittez pas parce qu'on va vraiment axer sur ces deux pathologies. Cette dia, vous la gardez pour vous aussi, c'est quelque chose qui a été fait récemment et qui montre justement que c'est les ischio-jambiers aujourd'hui. Voilà, le problème se déplace un petit peu, mais on se rend compte que le football, par exemple, si on prend que les clubs professionnels anglais, c'est effectivement, il y a le pied quand même qui revient, la cheville et puis le genou. Donc voilà, il faut lui redonner son importance et on est là pour ça. Alors, attends, JP, on a juste une question pendant qu'on est là. Pendant que tu es là-dessus, qu'est-ce que tu appelles en tant que membre dominant? Pied du shoot. Alors, pied du shoot d'appui. Le membre dominant, c'est le pied du shoot. Le membre non dominant, c'est l'autre. C'est l'autre et ça va être, vous pouvez l'appeler pied d'appui, pied pilier. Chacun utilise un petit peu ces termes. Nous, en science, on parle de membre non dominant. Alors après, c'est lié à des questionnaires. Hein, questionnaires de membre dominant, c'est la latéralité. Oui, d'accord. Voilà, c'est un aspect de dominance. Hein, donc, dominance sensorielle et puis après, fonctionnelle. Donc après, si on arrive justement sur... donc je vais essayer de vous montrer un petit peu... j'espère que Gauthier va rebondir là-dessus parce que c'est ce côté, effectivement, c'est le sujet un petit peu de la conférence, c'est comment on va du jeune vers le sportif professionnel. Il y a cette étude que j'avais repérée qui est assez intéressante, qui est une étude, on va dire, sur l'aspect constitutionnel du footballeur. Donc, il a pris effectivement 9 catégories d'âge
de joueurs de clubs de football d'élite, 355 footballeurs en fait masculins, cadets, juniors, seniors. On est sur une moyenne d'âge de 13 ans à peu près, d'accord, mais il a tout mesuré. Il a mesuré la masse corporelle à chaque fois, la taille, le pourcentage de masse maigre, de masse musculaire au niveau des membres inférieurs. Alors, il s'est rendu compte de quoi? Déjà, quelque chose que qui nous parle beaucoup, c'est que on arrive sur un pic vers l'âge de 14 ans pour les femmes, 16 ans pour les hommes, au niveau des tensions qui sont engendrées au niveau des membres inférieurs, qui sont susceptibles de provoquer des troubles musculo-squelettiques. Et comme par hasard, effectivement, quand vous regardez la moyenne d'apparition du LCA, eh ben, c'est effectivement exactement ces âges-là. Donc pour moi, c'est très parlant. Et puis après, elle nous apporte également le fait que ces asymétries, on va dire constitutionnelles, peuvent augmenter le risque de blessure parce que c'est après 16 ans qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des asymétries qui arrivent chez les joueurs de catégorie U17 et au-dessus et adultes. Donc là, ça va nécessiter effectivement une vigilance de notre part en tant que clinicien. Et je pense que le podologue a toute sa part là-dedans, avec un travail complémentaire avec le kinésithérapeute qui regarde justement, c'est comme parlait d'ailleurs le kiné du volley hier, sur tous ces aspects de force, d'endurance, etc. Et vraiment la synergie entre le podologue, le kiné, le préparateur physique, mais bien sûr le médecin, ça va être de comprendre où on doit situer le curseur. Et c'est l'objet de mes travaux, c'est que effectivement, on en parlait avec Gauthier, on a des indices d'asymétrie pour tout. Entre le quadriceps et les ischio-jambiers, c'est 15%. Il y a plein de tests fonctionnels où on connaît un peu sur un saut unipodal, sur un counter movement jump, sur le lower, comme on parlait sur le volleyball. Tous ces tests-là ont des indices d'asymétrie. Aujourd'hui, quand vous regardez quelqu'un courir, personne n'est capable au niveau scientifique de dire où placer le curseur au niveau de son asymétrie, au niveau de la course. Ce qui est quand même hallucinant, parce que qu'est-ce qu'ils font, nos sportifs, la plupart du temps? Ils courent. Donc là-dessus, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, et déterminer effectivement comment suivre le joueur le plus efficacement possible. Il y a une petite question, JP, de la part de tonton, alias Alessandro Capra. Travail à faire, je pense. Attends, j'entends un écho. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bref, tonton qui parlait de l'asymétrie tonique ou morphostatique. Alors, il l'évoquait pourquoi? Non, il demandait. Ouais, il demandait est-ce qu'on parlait d'asymétrie tonique ou morphostatique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que quand tu parles d'asymétrie, tu parles d'asymétrie tonique ou morphostatique? Alors, on peut refaire une conférence là-dessus. Le problème, il est là, il est dans la sémantique. En fait, on va parler de vocabulaire, on va dire asymétrie. Les asymétries, ce terme-là, il est utilisé partout. Pour les latéralités, c'est-à-dire la dominance manuelle, visuelle, vestibulaire, le pied. On va utiliser le terme asymétrie pour les asymétries toniques posturales. Mais attention, je parle bien d'asymétrie tonique posturale. Donc, les asymétries morphostatiques et constitutionnelles, elles sont encore différentes. Est-ce que certaines asymétries toniques vont avoir un effet sur l'asymétrie morphostatique? C'est possible, bien sûr, mais il faut bien distinguer que ce sont des choses différentes. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être fait une grosse soupe là pour vous, et c'est toute la difficulté de nous en tant que chercheurs, c'est de hiérarchiser un petit peu tout ça et de montrer effectivement à quel moment, effectivement, est-ce que des asymétries toniques vont avoir un effet à long terme sur le morphostatique du sujet, au niveau constitutionnel, est-ce que ça va provoquer des choses au niveau constitutionnel, etc. Mais il faut bien faire attention au vocabulaire. Alors, je suis peut-être le premier à faire ce genre de bêtises, donc je m'en excuse, mais ouais, j'ai fait la même. Mais voilà un petit peu l'idée. Tonton, ne chauffe pas, s'il te plaît, parce que sinon, on ne le tient pas pendant 4 jours. Voilà, là, on peut refaire toute une intervention sur le sujet. Il y aura un niveau 2, il y aura un niveau 2. Donc alors, on va rentrer un petit peu dans la pathologie. Alors, donc moi, ce que je vous ai dit, j'ai choisi 2 pathologies qui me paraissent vraiment parlantes dans le foot, qui sont effectivement l'entorse latérale de cheville avec ce que ça va provoquer derrière
c'est-à-dire une instabilité chronique de cheville. Et je le dis, c'est très direct, 40% des personnes qui ont un premier épisode d'entorse externe vont développer une instabilité chronique de cheville dans la première année. Hein, on parle bien de professionnels là. Donc, on le sait, là, je remercie Kinesport parce que c'est un site que je vous invite vraiment particulièrement à aller voir. Ils ont énormément d'informations disponibles, ils font énormément de vulgarisation scientifique. Arnaud Bruchard et son équipe font en sorte de relayer un maximum d'études dans leur domaine. Mais je pense que nous, podologues, on a tout à gagner à aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, il parle effectivement d'équilibre postural perturbé, de cinématique du membre inférieur qui va être perturbé. Donc, maintenant, ce que je vous ai expliqué au niveau fondamental, ça ne vous étonne plus, d'accord? Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se demande pourquoi, effectivement, de façon un peu inévitable, hein, presque un sujet sur deux, ne va pas récupérer correctement et va avoir des déficits. Si je passe à ce qui a été dit dernièrement, c'est que effectivement, lorsqu'on va essayer de rééduquer la personne qui a eu une entorse de cheville, on va faire ce qu'on appelle de la proprioception. Alors, dans ce terme-là, on met tout et n'importe quoi. On va dire que on va faire des exercices sur des plateaux instables et on va faire travailler la proprioception. En fait, quand vous regardez la littérature, personne aujourd'hui est capable de dire si cette proprioception fait appel effectivement au schéma corporel. Est-ce que la personne derrière est capable de mieux percevoir son corps dans l'espace et de mieux interagir avec lui et de mieux réussir son geste derrière? Et il y a des auteurs, moi, comme Kirsch, que j'aime beaucoup. Alors, c'est encore Kinesport qui relaie ça, et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est que si on fait ces travaux sur des plateaux instables multidirectionnels, ça court-circuiterait les informations sensorielles en provenance de la cheville et du pied, et on amènerait peut-être la personne simplement à avoir une stratégie plutôt de hanche, alors que sa stratégie, elle doit venir du pied, d'abord. Donc, à quelques exceptions près, le pied est un peu le laissé pour compte du milieu de l'entraînement, soit dit en passant. Donc là, je laisserai Gauthier faire tout son speech sur l'importance du renforcement du pied, etc. Parce que je pense que c'est primordial, effectivement, dans un cas comme celui-ci. Dans l'effet les rebonds, notamment, il y a eu toute une conférence qui a été faite et dont on se sert énormément. Et je remercie pour ça Clément et Fabienne, notamment, vous avez déjà dû entendre et relayer cette vidéo sur les intrinsèques du pied, dont on va se servir pour le renforcement, avec le couplage aussi intrinsèque et extrinsèque par rapport à tout ce qui est le travail d'appui. Et en fait, ça fait énormément de relais on revient un petit peu sur ce que JP vous a dit tout à l'heure, sur les appâts, les actions anticipatrices, pour qu'on puisse justement optimiser ce travail d'appui. Donc effectivement, oui, on renforce énormément. Bah, oui, en fait, moi je sais que par exemple Olivier Alain, qui est un préparateur physique, qui a pas mal vulgarisé, vous pouvez le trouver très facilement, son petit billet de vulgarisation sur la proprioception. Je vous invite vraiment à aller le voir. Vous tapez Olivier Alain, proprioception, vous allez tomber tout de suite dessus. Il reparle effectivement des études de Kirsch et il reparle effectivement voilà, on est très attaché à ce core training, à la sangle abdominale. Il faut renforcer la sangle abdominale. Bah, quelque part, je suis pas persuadé que ce soit bon pour tout le monde, déjà, et je suis pas persuadé qu'on fasse travailler le pied. Donc, qu'on fasse travailler en tout cas les chaînes musculaires qui proviennent du pied. Donc, peut-être sur un plateau instable, mais en tout cas pas sur un plateau instable avec des degrés d'instabilité trop importants. D'aller sur des petits degrés où on va faire travailler justement que ces petits appâts au niveau des chaînes distales. Voilà. Alors, justement, là, ce que je mets sur cette diapo, c'est Pavaillé et Forestier qui en 2015 ont beaucoup parlé de ça. Un sujet, comme vous le voyez ici, il y a un poids des informations, effectivement, il s'attache plus ou moins à la vision, plus ou moins aux informations plantaires. Quand il est debout, s'il part vers l'avant, il a une augmentation des informations au niveau de l'avant-pied et il sait qu'il part vers l'avant. Si vous êtes sur un plateau unidirectionnel, multidirectionnel avec des grandes amplitudes, bah, obligatoirement, le sujet, bah, là, il y a une situation qui est beaucoup moins compréhensible pour le sujet. Il est obligé d'aller chercher des informations ailleurs. Il ne peut plus se fier aux informations plantaires, donc il est obligé d'aller chercher des informations au niveau, effectivement, peut-être, des muscles de la sangle abdominale, des muscles lombaires. On parle beaucoup du
multifidus actif, hein, pas le yaourt, hein, mais celui qui a beaucoup de propriocepteurs sur son muscle. Donc, moi je dis ça, j'ai toujours eu cette anecdote d'une footballeuse internationale qui vient pour des instabilités chroniques de cheville. Et effectivement, je la mets sur la plateforme de force. En bipodale, elle est assez stable. On voit déjà qu'il y a un poids de la vision qui est important parce qu'effectivement, quand elle ferme les yeux, elle est beaucoup moins stable. Elle est 4, 5, 6 fois plus moins stable que les yeux ouverts. Et puis après, vous la mettez sur un plateau d'instabilité, on ne remarque pas grand-chose. En revanche, vous lui demandez simplement de se mettre sur la plateforme de force et de se mettre sur une jambe. Elle en est incapable. Alors, on demande à une footballeuse, effectivement, quoi, quand elle est sur le terrain? Se mettre sur des plateaux instables? Je suis pas sûr. Un skieur, je veux bien. Un skieur, c'est tout à fait ce pourquoi il est prédestiné. Un footballeur, je suis vraiment pas sûr. Et puis surtout, quand je fais mon rapport, je dis effectivement, il y a une dysproprioception, instabilité unipodale, simple, hein, yeux ouverts, surtout yeux fermés, très fort. Et puis là, effectivement, le staff médical me dit, mais c'est pas possible en fait. Pour nous, c'est la reine de la proprioception parce qu'elle est capable sur un ballon Pilates de faire du renforcement musculaire, elle est tout à fait stable. Non, elle n'est pas stable du pied, elle est stable, elle est effectivement très forte peut-être au niveau vestibulo-oculaire, elle est peut-être très forte avec d'autres systèmes, mais en tous les cas, sur le terrain de foot, quand arrivent ces petites irrégularités au niveau du terrain, elle n'est pas capable de les gérer, d'où ces instabilités chroniques de cheville. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair, mais alors parfois je passe un petit peu la vidéo, je ne sais pas si je l'ai là, la vidéo de notre cher Neymar. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est bon, ça se met en place. Ça se met en place. Voilà. Il y a de la contrainte, effectivement. On peut même se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit choc ici avec l'adversaire et puis qui crée l'entorse. Alors là, on parle de sa deuxième entorse. Mais en fait, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, effectivement, on sait que dans une entorse de cheville, le mécanisme d'une entorse de cheville, c'est, on va dire, 30 millisecondes, hein, selon la littérature, on est entre 20 et 30 millisecondes. Alors que les fibulaires, chez un sujet sain, quand on lui provoque l'instabilité de cheville, qu'on essaie de lui mettre en situation d'entorse de cheville, en fait, c'est 60 millisecondes les fibulaires. Donc les fibulaires ne sont pas là pour rattraper une déviation de la cheville. Tout se fait, encore une fois, en programmation, en proaction, comme disent les kinésithérapeutes souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon diaporama ne revient pas, a priori, c'est ça? Si, ça y est? Oui, c'est bon. Donc, encore une... Alors, attends, j'ai mon écran qui est gelé. Je vais essayer de revenir. Je rebondis là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait accessoirement sur le terrain. On a parlé un petit peu, il y a eu dans les commentaires, notamment le système Yolux, effectivement, qui peut marcher pour ça. On a vu également tout le système avec les plateaux, avec différents degrés, donc tu t'en as parlé aussi. Aujourd'hui, on est complètement revenu, alors nous, dans notre pratique à nous, professionnels sur le terrain, on est complètement revenu à des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire à refaire de la proprioception directement sur le terrain et à enlever un petit peu tous les artifices provoquer justement plus sur les facteurs d'instabilité haute pour reprovoquer justement cette instabilité de pied et retravailler ce pied. Je refais ça parce qu'il y a une interaction avec un préparateur physique qui nous disait justement le fait de travailler un maximum sur la proprio sur le terrain justement. Effectivement, il y a vraiment je vois effectivement Anthony Desbordes qui en parle. Je pense que, et c'est Paillard, c'est ce qu'il dit exactement, hein, il faut travailler de façon écologique. C'est-à-dire qu'un sportif, il faut l'entraîner dans sa spécificité, et puis à côté de ça, il faut lui faire d'autres sports. Mais voilà, le but, c'est effectivement de le faire travailler sur son anticipation au geste dans son domaine. Alors, est-ce que j'arrive toujours pas à dérouler mon diaporama, je suis désolé. Je crois que je vais être obligé de le relancer. Sauf que j'arrive même pas à stopper la machine.
Est-ce que tu aurais, j'en profite pendant que tu cherches, est-ce que tu aurais des sources biblio et quelques données sur les 60 millisecondes d'activation des filières? Là, je ne les ai pas en tête. Je pourrais vous les fournir. Tu les as, mais parce qu'on en avait parlé, effectivement, tu m'avais déjà donné des Ouais. noms. Oui. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la proprioception, justement, c'est un auteur qui s'appelle Han, H-A-N. Donc, si vous recherchez déjà la littérature de ce monsieur, et en plus, il fait un screening de tous les tests aujourd'hui qui existent. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Désolé, hein. Notamment aussi, je reviens aussi sur, alors on y reviendra sur les pathologies plutôt chez les jeunes, mais qu'aujourd'hui, notamment sur certaines stabilisations, quand les jeunes travaillent dans leur terrain, et ont été habitués à travailler sur leur terrain, il y a très peu d'effets du terrain par rapport au papier. Mais oui, bien sûr. Il y a une étude là-dessus. Alors, on vient de faire la chimie, et là, on va aller sur ce qui, moi, m'a intéressé le plus ces 5 dernières années, c'est effectivement cet effet Damoclès du ligament croisé antérieur. Alors, on sait, 50% des sportifs reviennent à leur niveau avant blessure. Alors, c'est un peu comme l'entorse de cheville. Qu'est-ce qu'on fait des 5 autres pourcents? Voilà. Est-ce que on se demande effectivement pourquoi ça n'a pas marché? Il y a des auteurs très intéressants qui s'y sont intéressés ces derniers temps. Et vous allez voir que j'arrive toujours pas à dérouler, je comprends pas. Merdoum. Que je lance? Écoute, essaye parce que j'arrive pas à le lancer moi de mon côté. Attends. Hop. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, j'arrive à le lancer, mais je n'arrive pas à faire défiler les diapos. C'est un peu gênant. Pareil, j'en profite, JP, je crois que j'ai une question, mais je crois que tu vas y revenir après sur justement les instabilités avant de parler de proprio. C'était ça la question, ça défile. Avant de parler de proprio, on peut aller objectiver plutôt les dysfonctions neurales. Effectivement, mais c'est ce dont tu vas parler, me semble-t-il. Oui, bien sûr. On va parler de neurosciences, en fait. Justement, voilà, tu vas en parler juste après. Alors, si effectivement, David, si tu arrives à faire passer mon diaporama, ça serait cool. Je l'ai lancé. Normalement, il y est. Donc, tu es sur la slide du LCA. Alors, ok. Alors, je vais revenir sur le live et puis tu me dis quand tu veux que je change. Donc, elle apparaît en gros. Là, tu es sur la. Je peux pas tout regarder en même temps, mais. Attends, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Super, impeccable. Donc, à partir de là, en fait, tu peux changer. Donc, on va avoir un schéma qui est très simple, qui a été en fait résumé et repris, résumé par Bittencourt et puis repris depuis. Sur le LCA, c'est vrai, on parle classiquement de ce valgus dynamique qui est prédicteur de blessures, donc sur des tâches de saut unipodal, par exemple. On remarque qu'effectivement, il y a une association avec une certaine faiblesse au niveau des muscles de la hanche et du bassin. En particulier, souvent, on regarde le moyen fessier. Mais ce que vous voyez, c'est que il y a quelque chose auquel on donne peu d'importance, et pourtant, c'est bien là. C'est tout ce qui n'est pas anticipé au niveau des événements environnementaux. Donc, c'est ce qui se passe sur la gauche de votre schéma, sur les problèmes de pied et de problèmes d'alignement de pied durant ces tâches. Ça aussi, on le regarde pas assez. Et pourtant, c'est pas faute, nous, podologues, d'en parler à nos amis kinésithérapeutes et médecins. Malheureusement, voilà, on en est toujours au même niveau. C'est qu'aujourd'hui, on a non seulement une difficulté chez le sportif qui a eu un ligament croisé antérieur à revenir à la compétition, à revenir à son niveau de performance avant la blessure. Et puis, on a même quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément, c'est que chez les femmes, on a 32% de récidive contralatérale, et chez les hommes, on en a 23%. Donc ça aussi, et ça, il y a des études sur les neuroscientifiques, justement, qui montrent que cet effet contralatéral, il est immédiat. Il est là tout de suite après la blessure, par des systèmes de compensation, tout ce que vous voulez, mais en fait,
c'est pas une compensation où le membre contralatéral va devenir plus performant. C'est une compensation où l'instabilité va carrément se propager aussi sur le membre contralatéral. Et on va avoir tout le contrôle postural et le contrôle moteur qui va être modifié et déficitaire dans son ensemble. Tu peux passer la diapo. Il y a une étude notamment aussi sur le moyen fessier sortie par Podot. Oui, alors oui, effectivement, l'étude d'ailleurs. L'infographie sur le moyen fessier. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il faut s'intéresser justement sur cette synergie entre le pied et le moyen fessier, par exemple. Tout à fait. L'un ne doit pas fonctionner sans l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on active ce qui se passe au niveau du pied, on doit activer ce qui se passe au niveau du moyen fessier. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, cette diapo suivante que j'ai vue effectivement lors du symposium là en janvier chez Kinesport, et je vous invite aussi à aller faire des congrès de kiné du sport, parce que j'avais l'impression d'être un peu le seul podo à y être. Et pourtant, il y a énormément de choses à apprendre chez nos collègues aussi. Qu'est-ce que nous dit ici Germain Saniel, qui a particulièrement étudié tout ça? Il fait cette dia, moi c'est celle que j'ai retirée de son intervention en janvier, cette dia sur l'aspect neuroplasticité après le ligament croisé antérieur. Il y a des études très sérieuses qui montrent que à partir du moment où la personne se blesse, il y a toute une stratégie sensorimotrice qui devient visuomotrice. En clair, le sujet qui se fait un LCA, eh bien, il va augmenter le poids de la vision, ce qui n'est pas bon. Il va augmenter sa dépendance à tous les feedbacks visuels. Il ne va plus utiliser sa vision uniquement pour fixer la balle, il va utiliser sa vision dans son contrôle postural et dans son contrôle moteur, et donc du coup, il va perdre du temps, et puis du coup, il va perdre de l'efficacité au niveau de son geste, etc. Déjà, rien que ça explique pourquoi les sujets ne reviennent pas à leur niveau initial. Diapo suivante, c'est effectivement cette imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Alors c'est Grooms, un scientifique qui s'intéresse à ce côté neuroscientifique. Qu'est-ce que vous voyez là? Ce sont des sujets à qui on a demandé des tâches très simples de flexion-extension du genou sur un IRM fonctionnel. Les gens qui sont en bleu activent une zone qui est extrêmement réduite. Les gens qui sont en rouge activent un nombre de régions au niveau du cortex qui est beaucoup trop important. Alors, en particulier le gyrus lingual, où c'est une zone qui effectivement permet de percevoir les choses, de percevoir un visage, de reconnaître, de faire un lien avec ce que nous on connaît, avec notre expérience. En clair, celui qui s'est fait un ligament croisé, tout à coup, il ne sait plus faire les choses de façon automatisée, il ne sait plus faire ce qu'il a appris durant toute sa vie, il est obligé de réapprendre à bouger, il est obligé de réapprendre à faire tous ces mouvements comme il le faisait avant de façon si efficace. Je te demande de passer à la diapo suivante. Alors, la diapo suivante. C'est bon? Et ben là, ok, vous me dites, le mec qui a un ligament croisé, il change les choses. Et ben, il y a des gens qui se sont intéressés récemment sur, oui, mais en fait, est-ce que c'est pas des gens, justement, comme je disais au départ, qui sont déjà prédisposés, qui ont déjà plutôt une tendance à se fier un petit peu plus aux informations visuelles qu'ils ne devraient. Et effectivement, sur cette étude prospective, cette fois-ci, eh bien, il a remarqué que sur 57 athlètes, alors effectivement, il va falloir prolonger cette étude. Hein, il va falloir aller beaucoup plus loin. Là, on se rend compte que ce sont plutôt effectivement ces gens-là qui vont se faire un ligament croisé plus tard. Je te demande la diapo suivante. Et ça, c'est une étude qui est très récente, qui est 2019 de Montfort et ses collaborateurs, qui montre que non seulement c'est de la neurodépendance aux informations visuelles, mais ça vient même sur l'aspect cognitif. C'est-à-dire que là, sur ces sujets où on a demandé en fait des tâches de dribble, de changement de direction, et on sait à quel point ces changements de direction sont déjà dans le mécanisme pathologique de ce LCA, on se rend compte que ces gens-là, si on leur demande de faire ces tâches-là, ceux qui au préalable avaient des tests cognitifs où ils étaient moins bons dans la mémorisation de la vision par rapport à l'espace, alors c'est des questionnaires, on appelle les questionnaires impact, lorsqu'on les regarde au niveau de leur biomécanique, eh bien, ils sont beaucoup moins efficaces. Il y a un lien, clairement, entre
ce qu'est capable de faire un sujet au niveau de sa mémorisation visuospatiale et ce qu'il est capable de faire au niveau biomécanique, simplement. Donc, si aujourd'hui on ne regarde que la biomécanique, on ne peut pas répondre à tout ça. Et on ne peut pas savoir qui va se blesser ou pas de façon aussi sûre qu'aujourd'hui. Diapo suivante, s'il te plaît, David. Alors, le podologue dans tout ça. Effectivement, le podologue dans tout ça, si on regarde sur le site de la FIFA, il y a une définition qui est là sur les semelles, sur ce qu'on peut faire au niveau des semelles. Il faut améliorer avec ces semelles la performance sportive, il faut optimiser la biomécanique, il faut réduire la douleur. Ok, tout ça, c'est super. Sauf que quand on regarde dans les objectifs des orthèses plantaires, déjà, il faut réduire les zones de pression titalement, ok, très bien, soutenir les arcs plantaires. Alors ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup de mal. Alors, je sais qu'on va en parler avec Gauthier, parce que Gauthier, en amont, on en parlait un petit peu sur le rôle du podologue dans les stades professionnels. Et Gauthier David faisait part de son ressenti. Faisait part de son ressenti. On a l'impression de venir pour être des caleurs de valgus et mettre des talonnettes à manger. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Diapo suivante, s'il te plaît. C'est que déjà le lien entre la pronation et la blessure, il n'y a pas de consensus aujourd'hui, hein, clairement. Et puis moi, alors je remercie d'ailleurs Clément qui m'avait donné ces deux premières références de Neil et de Dowling. L'une sur le côté postural et l'autre sur le côté dynamique. Alors déjà, les gens confondent énormément pronation et version. C'est pas les mêmes axes, c'est pas les mêmes références, c'est pas la même littérature. Mais surtout, moi, il y a quelque chose que j'avais retenu, c'est cette étude en 2017 de OMCO, où il va tester des arches plantaires entre 0 et 40 mm, 4 cm, et puis on va faire passer les gens, effectivement, sur une tâche simple de course, et puis on va mesurer, effectivement, s'il y a un effet sur la torsion tibiale interne, sur l'alignement du pied, que ce soit au niveau postérieur ou au niveau antérieur, au niveau du pied. Et qu'est-ce qui conclut? Eh ben, il voit qu'il n'y a aucun effet statistique et aucun effet statistique entre les sujets. C'est-à-dire que les gens qui sont plus en rotation interne que les autres, il n'y a pas d'effet, hein, il n'y a pas plus d'effet. Et puis surtout, sur le même sujet, il n'y a pas d'effet linéaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on augmente à chaque fois le soutien d'arche interne qu'on va avoir un effet de correction supplémentaire. Et donc, il dit, il y a peut-être d'autres mécanismes qui sont impliqués, des théories de régulation sensorimotrice. Effectivement, c'est encore à voir avec la perception qu'a le sujet de ce qu'on lui met sous le pied. Il y a des sujets, 30 mm, ça leur va bien, 40 mm, ça leur va plus. Il y a des sujets, 30 mm, c'est déjà trop. Voilà, il y a un vrai travail à faire de cas par cas. Moi, j'ai vu pas mal d'interventions de ce kinésithérapeute belge, Thierry Von Merek, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui donne déjà d'autres voies. Mais je pense qu'en fait, il faut s'attacher à tous les champs. Donc, tout ce qui est perceptivo-moteur au bas mot. Et puis, la dernière littérature que je donnais, c'était celle de Nick qui vient de se sortir, là, où il dit, effectivement, la causalité exclusive entre la pronation et des blessures, elle n'a pas été démontrée, ni dans des études transversales, ni longitudinales. Donc, il faut étudier ce sujet de la pronation sous des perspectives nouvelles. Et il faut que nous, on ait les armes pour dire aux médecins, non mais attendez, là, je suis pas sûr que pour lui, ça soit la bonne chose à faire. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres moyens. Et en tous les cas, c'est pas parce que, comme dit Philippe, souvent, Philippe Villeneuve, c'est pas parce qu'on appuie très fort sur le bouton de l'ascenseur qu'on va monter plus vite au 7e étage. Alors, sur les diapos suivantes. On a une petite question d'ailleurs pour en revenir avant que tu rebascules aussi sur la technicité avec le lien avec la chaussure, comme tu vois. On a une petite question si, justement, je reviens sur l'aspect visuel. On va en parler, je pense, aussi avec Dab. Y a-t-il un lien entre la vision haute et basse fréquence et les sportifs visuels et celui proprioceptif? Proprioceptif, tu en as parlé tout à l'heure. Dab va aussi un petit peu plus sur l'aspect haute et basse fréquence avec les prefs, mais
Voilà. Alors oui, moi j'ai fait Action Type avec Ralph Hippolyte et c'est très intéressant. Et effectivement, je pense que effectivement ces effets de focalisation ou non, ou des gens qui focalisent plus que d'autres, je pense que c'est extrêmement intéressant. Moi, par exemple, j'ai été identifié dans un profil où quand je suis, on va dire, dans des situations de repos, je suis plutôt en basse fréquence, alors que dès que je me mets en action, je vais être en haute fréquence. Parce que, et là c'est ce que j'aime bien aussi dans ce qu'apporte Ralph, c'est parce que j'ai des motivations profondes, c'est ce dont il parle dans sa formation. Il y a tout un aspect cognitif derrière qui fait que quand je me mets en action, mon objectif change. Et ça, c'est extrêmement bien démontré. Je vous parlais de l'étude de Nantes sur cette signature motrice, mais notre laboratoire a étudié ça sur des tâches simplement de pointage, et ils ont vu que il y a encore une variabilité interindividuelle entre la locomotion, le geste, la vigueur du mouvement et la façon dont on perçoit les choses et notre caractère. C'est-à-dire, est-ce qu'on est quelqu'un d'assez impulsif? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a tendance à s'ennuyer assez vite? Et ben, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la signature de ce qu'on va faire comme geste. C'est hyper intéressant et tant qu'on ne mélangera pas tous ces champs scientifiques, on ne pourra pas répondre à tout. Voilà, moi, je sais que Simon Buisset, qui est un peu le père de la biomécanique en France et qui a dirigé notre laboratoire d'ailleurs, et qui étudiait énormément ces ajustements posturaux anticipateurs, le disait très bien et disait si on veut avancer parfois, il faut aller regarder ailleurs. Il faut aller regarder ce que font nos collègues dans d'autres disciplines. Alors si je reviens effectivement au diaporama, ces deux diapos sur la chaussure et la blessure, je vais le dire très vite, hein, les chances de blessure, effectivement, elles sont environ 2,5 fois plus élevées sur des niveaux plus élevés de traction, en rotation. Cette interface chaussure-surface, on a un vrai rôle à jouer. Alexis, par exemple, hier, en parlait sur le volleyball. Je pense que là-dessus aussi, il faut vraiment qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on le sache. J'y reviendrai longtemps aussi tout à l'heure, justement, en parlant de cette étude, et notamment avec les travaux de Simon Bartlett. Voilà. Alors là, sur cette étude, en fait, il montrait très simplement que entre des gens où les forces d'interaction entre la chaussure et la surface vont être de 15 Nm, peu de blessures, et puis 74 Nm, on va avoir justement 2,5 fois plus de blessures derrière. Hein, donc c'est vraiment, si la chaussure ne permet pas déjà au pied de jouer son rôle, et donc le pied va se retrouver à être impacté d'une force trop importante, mais attention, je ne parle pas d'amorti, je parle de laisser le pied pouvoir travailler, et vous allez voir que c'est justement donc même contradictoire. Là, effectivement, on peut avoir des choses intéressantes. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on doit travailler, nous, en tant que podologue. On doit être vraiment spécialiste de ça, de ces interactions entre la chaussure et le pied, pour pouvoir se placer au niveau des staffs professionnels. Donc, tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Donc, on arrive sur la diapo sur la posture et la fatigue. Est-ce que tu l'as mise en grand écran? Est-ce que tu l'as ou pas? Vous l'avez? J'ai plus de retour. Non. On a perdu David? Ah bah David me dit qu'il n'a plus internet. Tout va bien. Tout va bien. Tout beau. Tout beau. Alors, je vais peut-être essayer de voir, effectivement, on va en profiter, voir s'il y a quelques questions. Oh là, il y a des gens adorables. Mon cher Baptiste qui nous met la biblio, parfait. Mon cher Baptiste qui a fait un magnifique mémoire en DU de biomécanique, qui a été présenté d'ailleurs dernièrement. Anthony, merci d'avoir remis le lien. Effectivement, sur la proprioception, c'est exactement celui-ci dont je parlais. Non, il y a pas de question. Avec le travail du tibia postérieur et du tibia supérieur dans les classes de fondation. Alors là, je te coupe parce que ça fait, je t'entends comme Robocop là. Ça peut être bien ça.
Une petite question, je relis la question. Au final, le travail du tibial postérieur et tibial antérieur dans le réglage de la pronation est-il pas altéré avec les hémicoupoles molles, hémicoupoles internes? On en a parlé justement avec notamment le soutien de l'arche. J'ai pas entendu la fin. Tibial antérieur, tibial À postérieur. la fin, peut être altéré par les hémicoupoles internes. Altéré, je sais pas, j'ai pas la réponse. Par les hémicoupoles internes molles, justement. J'ai pas la réponse. J'ai pas vu d'études qui testaient cette hypothèse en tous les cas. Maintenant, par exemple, si on revient au niveau de la cheville, il y a une chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que si on comparait des gens sains avec des gens en instabilité chronique de cheville, si on regardait les activations musculaires, la personne saine activait effectivement au bout d'un certain moment les muscles fibulaires. La personne qui était en instabilité chronique de cheville, elle avait une coactivation du tibial antérieur, du long extenseur et du tibial postérieur. Donc là, déjà, effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant. Pourquoi la personne qui est en instabilité chronique se met déjà, effectivement, dans un système qui va vers l'extérieur? Donc, nous, effectivement, on parle beaucoup d'hypine irritative, on parle de schéma adaptatif. Est-ce que c'est pas une personne qui essaie d'éviter des zones de contrainte internes? Je pense qu'on a beaucoup plus pour essayer d'éviter les gens, à nos sportifs, à nos footballeurs, d'avoir des entorses latérales. On a beaucoup plus à travailler sur les sursollicitations qui sont existantes ou préexistantes en interne. On sait, au niveau de la tête de M1, c'est particulièrement présent chez le footballeur, mais je pourrais parler des sports de pivot, où on ne regarde pas assez, je pense, cette première tête et tout ce qui peut être en action. Geoffrey Mémin, d'ailleurs, qui va faire une thèse chez nous, qui est préparateur physique de Clairefontaine, il a pris mon directeur de thèse parce que justement, il s'intéresse à tout ça. Il dit que, par exemple, dans la rééducation et dans la réathlétisation du sujet qui a des entorses chroniques, il lui demande déjà de pouvoir être stable sur une jambe, les yeux ouverts, les yeux fermés, et puis ensuite, il va lui faire des exercices de préhension vers la colonne interne. Il veut d'abord qu'il puisse sentir le sol en interne pour ne pas avoir ce schéma adaptatif en externe. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Maintenant, quel est l'effet de la semelle? Est-ce qu'on va être délétère? Est-ce qu'on va être nocif en mettant ces éléments? J'ai pas la réponse. Mais je pense qu'on est plus, à mon avis, on est plus efficace en essayant de réactiver les choses en interne qu'en mettant un plâtre. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Est-ce que David est revenu avec nous? Ça y est, David. Ouais, je suis revenu. Est-ce que tu peux remettre sur la diapo? Alors, sur la diapo 31. Attends, parce que, comme je t'ai dit, moi, PowerPoint, c'est pas mon fort. Donc, je fais défiler. J'espère que vous n'êtes pas endormis, hein, il n'y en a plus beaucoup. Là, posture et blessure. Posture et fatigue. Posture et fatigue, c'est bon. Donc notre rôle à nous, c'est déjà de montrer effectivement que ce contrôle postural, il faut le regarder. Il faut le regarder parce que on voit par exemple sur cette étude que ne serait-ce qu'après un match, il y a un effet de la fatigue sur le contrôle postural. Alors là, sur cette étude, on voit que c'est uniquement les yeux fermés, non, les yeux ouverts d'ailleurs. Les yeux ouverts, mais pas encore les yeux fermés. Donc déjà, peut-être qu'il n'y a effectivement pas encore de nocivité sur la somesthésie, sur le schéma corporel, mais effectivement, on sait que nos professionnels, plus ils vont être experts, plus ils vont être sollicités, plus ils vont être fatigués, et bien malheureusement, moi c'est ce que je vois en tous les cas dans ma pratique, on va avoir quelque chose qui va arriver sur les yeux fermés. Ensuite, tu peux changer de diapo. Ce contrôle postural, si on arrive sur le trauma de cheville, on sait effectivement que le fait d'avoir une entorse de cheville va amener des troubles au niveau du contrôle postural. Ok, très bien, ça paraît logique pour tout le monde, mais déjà nous, ça nous permet de dire qui a récupéré ou pas
de son traumatisme et qui a été bien rééduqué ou qui n'a pas compris en tous les cas ce qu'on lui demandait de faire. Et puis, si on passe sur la diapo suivante en posture et prévention de la cheville, alors malheureusement, ça n'a pas été fait encore suffisamment chez les footballeurs, mais si on voit par exemple cette étude sur les basketteurs, on se rend compte que c'est très prédictif aussi. Ce contrôle postural, si on prend les gens qui étaient les plus instables au départ de l'étude et qu'au niveau longitudinal, on les suit sur simplement un protocole de 3 fois 10 secondes en monopodal, les yeux ouverts, les yeux fermés, bah, ce sont ceux qui sont les moins stables au départ quand on les a screenés dans notre staff, qui ont 7 fois plus de probabilité de se faire une entorse derrière. Donc c'est, je pense, assez parlant. Et puis après, si on va sur la prévention du ligament croisé antérieur, donc la diapo suivante, Ça y est. eh bien, encore une fois, ça c'est Oshima qui le montre en 2019, eh ben, on se rend compte que sur 276 sujets qui font du hand, qui font du basket, eh bien, là encore, on est capable, grâce simplement à cette analyse posturale, et je dis bien contrôle postural, hein, comment la personne arrive à tenir debout, on se rend compte qu'on est capable de prédire de façon très efficace qui est susceptible de se blesser et de faire un ligament croisé antérieur. Diapo suivante avec la prévention de blessures, s'il te plaît. C'est bon. Alors, c'est le schéma, donc on va dire, qui me sert de conclusion pour tout ça. C'est le schéma de Fayard, encore une fois. Et je veux que vous compreniez déjà que posture et mouvement sont indissociables et que il faut tout regarder. Il faut regarder, comme vous le voyez à gauche, ce que va engendrer la fatigue, quelles sont les altérations de la proprioception, mais à tous les niveaux, effectivement, qu'ils soient musculaires, tendineux, articulaires, qu'ils soient effectivement, lorsqu'on parle de dysfonction neurologique périphérique. Mais à un moment, il va falloir comprendre que à forte dose, ça devient central tout ça. Dans la douleur, on parle beaucoup de sensibilisation centrale. On se rend compte que les gens, à force d'avoir mal tout le temps, à un moment, au niveau central, ça a un impact où le sujet ne sait plus où est sa maison. Il n'arrive plus à intégrer ces informations sensorielles de façon correcte. Son schéma corporel va se retrouver totalement détérioré. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la sortie va devenir problématique. Et là, à ce moment-là, il y a une dégradation du contrôle neuromusculaire, peut-être, effectivement, c'est Dorian qui en parlait, du niveau de raideur nécessaire pour effectuer un geste, mais il faut redonner un petit peu d'importance à ce contrôle postural, parce que je suis intimement persuadé que ça nous permet de prédire beaucoup de choses et de regarder beaucoup de choses. Et on sait, nous, nos sportifs professionnels, alors Gauthier va parler des jeunes, mais nos sportifs professionnels, tous les podologues qui sont attachés à des footballeurs professionnels, ils le savent. C'est bien gentil ce que disent les médias. Ah, il y a un tel qui s'est blessé, etc., etc. Le Paris Saint-Germain, il n'a pas beaucoup plus de blessures que les autres, entre guillemets. Et pourtant, on en fait des tonnes parce qu'il y a une exposition médiatique. En fait, on se rend compte quand on est en interne que, je vais exagérer, attention, hein, mais tous les joueurs sont blessés. Nous, on intervient systématiquement sur des gens qui sont tout le temps en pathologie aiguë et qui sont là pour gérer leur douleur. En fait, ils sont tout le temps dans des états douloureux. Et ce que moi, ma conviction, alors tu peux mettre la dernière diapo. C'est pas que dans le foot. Hein. C'est pas que dans le foot, bien sûr, parce que je regarde aussi d'autres staffs, bien entendu. Hein. Là, pour mes études en recherche, justement, donc là, j'aimerais bien que notre papier, mon deuxième papier de thèse sur mon premier était sur l'équitation, mon deuxième sur une comparaison avec les footballeuses professionnelles, et j'aimerais derrière faire un autre papier sur les judokas. Et puis le dernier protocole que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps pour ma thèse, c'est d'aller justement de la posture et au mouvement. Donc la conclusion de tout ça, c'est que malheureusement, nous, en tant que podologue, c'est mon avis personnel, on arrive trop sur des soins palliatifs. J'exagère exprès. On est là, on est la dernière roue du carrosse. C'est quand tout le reste n'a pas marché, voire c'est quand la chirurgie n'a pas marché, on va mettre des semelles. Ma conviction, c'est qu'on est là également pour faire du suivi, du développement et
de comment ce jeune athlète va devenir expert, parce qu'on sait que la pratique intensive doit amener un meilleur équilibre et pas un mauvais équilibre, doit amener des sollicitations optimales de tous les systèmes, donc surtout en fonction du contexte à chaque fois. On doit être là aussi pour optimiser la performance, et optimiser de la performance, les préparateurs physiques le disent mieux que nous, c'est prévenir la blessure. Hein, si on ne prévient pas la blessure, on ne peut pas optimiser la performance. En améliorant justement nos capacités d'intégration, et là encore, si on n'a pas un pied qui est capable de ressentir les choses, eh bien vous le voyez comme moi avec toutes ces études, ça va poser problème. Et puis de savoir effectivement faire du cas par cas. Donc faire du cas par cas entre les individus, et puis pouvoir suivre notre sujet, savoir quand on le voit au cabinet quel est son état, et puis comment effectivement demain il va réagir à ce qu'on lui fait, ou comment simplement la fatigue va impacter ses performances. Donc nous, on doit détecter tout ça, on doit être là dans le suivi, on doit faire du déparasitage, on doit faire de la remédiation posturale et motrice, et alors là c'est moins ma partie, mais on doit faire aussi parfois, ou en tous les cas au moins avoir un niveau de connaissance suffisant pour parler à nos collègues, de renforcement et de rééducation fonctionnelle au niveau du pied. Donc la podologie, elle doit être à tous les étages, elle doit être là tout le temps, et j'espère que justement s'il y a de plus en plus de podologues qui s'intéressent à ce qui se dit, à ce que l'on sait dans la littérature, et j'espère que les gens aujourd'hui commencent à se demander si ils vont pas faire comme moi, qui a été inspiré par d'autres podologues qui se sont inscrits dans la recherche. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à s'inscrire dans la recherche, parce que c'est là où on va pouvoir être reconnu. Je vais passer la main. Je pense que j'ai bien débordé. On va voter pour toi, JP. Un petit peu. Avec Dave, on vote pour toi. JP président. JP président de l'ONPP. En tout cas, comme on dit, il y avait une phrase qui était super intéressante. J'espère que qui regardera ce live ou qui regarde peut-être et qui nous écoute, mais d'un préparateur physique qui m'avait dit, enfin qui nous avait dit une fois, pardon, en cours, qui nous avait dit qu'on arrêterait la réathlétisation le jour où on arriverait à faire de la bonne athlétisation. Et ça, je trouve ça super, parce que justement, si on arrive à bien coordonner au niveau athlétisation avec tous les corps médicaux et les préparateurs, et ben peut-être, je dis bien peut-être, qu'on diminuerait notre nombre de réathlétisation, c'est-à-dire un nombre de retours qui payent. Bien sûr. Donc, ouais. En tout cas, JP, pour en revenir là. Pour en revenir à ce que JP disait, on va y venir un petit peu après, mais oui, l'idéal, ça serait qu'on travaille tous en synergie. Malheureusement, c'est quand même hyper hiérarchisé dans les clubs, quoi. Donc, il faudrait que tout le monde ait un petit peu le même axe de vision et de travail dans sa pratique personnelle pour pouvoir arriver à avoir une synergie globale. Alors, tu sais, au niveau international, je pense que c'est aussi un problème un peu français. Hein. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends mal? mets ton casque. Ouais. Vas-y. Tu m'entends mieux comme ça. Là. Ouais. Je pense qu'il y a une spécificité un peu française là-dedans. Moi, je sais que pour être en rapport avec des Brésiliens, être en rapport avec des Portugais, avec des Espagnols, c'est moins hiérarchisé. Ils arrivent beaucoup mieux à appliquer cette façon d'interagir entre les différentes professions. Déjà parce que nous, les podologues, on est quand même relativement complexés. Les kinés, parfois, sont un petit peu complexés de savoir fait médecine. Je suis désolé pour mes amis kinés, hein, je les adore, attention. Mais vous allez au Brésil, par exemple, si je prends l'exemple brésilien, le kinésithérapeute, il choisit d'être kinésithérapeute, le médecin choisit d'être médecin. C'est deux cursus universitaires qui ont le même niveau de compétence. Et le kinésithérapeute, lui, quand il choisit de faire de la podologie, c'est une spécialisation. Donc quand il arrive en France et qu'on lui dit que non, il y a le médecin, et puis après en dessous, il y a le kiné qui exécute ce que dit le médecin, et puis après, le podologue, éventuellement, il arrive en dernier pour couper les ongles et éventuellement mettre de l'amorti, il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe. Ouais, mais entre. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une petite spécificité française là-dedans. Mais c'est mon avis personnel. Ouais, après, je connais pas sur les autres, mais en parlant de ce qu'on connaît, oui, c'est un peu ça.
Mais c'est aussi pour ça qu'à l'Ordre, on lutte justement pour avoir une réingénierie du diplôme et qu'on augmente notre niveau de compétences. Tant que vous avez quelqu'un qui fait 8 ans d'études face à quelqu'un qui en fait 5 face à quelqu'un qui en fait 3, on pourra pas dialoguer. On va faire des études. Ouais. Impeccable. Bon, c'est quand même justement de cette évolution-là, exactement. Justement, voilà un peu une approche complètement autre qu'on pouvait donner un petit peu justement à la podologie, avec l'approche très, très scientifique. Et justement, on en a besoin de JP notamment. On va passer aussi à la partie un peu plus spécifique de Dave, justement, qui intervient dans un staff pro, dans un club pro, avec toutes les difficultés auxquelles on se retrouve confronté quand on travaille dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, malheureusement. Hein, Dave? Non, effectivement. Enfin, après, moi, je parle vraiment pour mon cas perso. Hein. Je parle pas des généralités parce que je connais pas ce qui se passe dans les autres clubs. Pour faire juste une petite introduction rapide, donc, comme je disais, je travaille avec le club de foot de Troyes, qui évolue actuellement en Ligue 2, pour ceux qui connaissent pas. Quand je suis arrivé au club, je suis arrivé en 2012-2013. À l'époque, il y avait un pôle pédicural qui était assuré par un ancien kinésithérapeute et pédicure médical, et un pôle podologique qui n'existait pas. C'était un centre de podologie du sport extérieur au club et extérieur à la ville qui venait en début de saison pour faire des prises d'empreintes de chaque joueur et qui envoyait 2 à 3 paires de semelles par joueur par saison. Et c'était le médecin ou les kinés qui décidaient que les joueurs portent les semelles ou pas. Donc, on m'a sollicité suite à la montée en Ligue 1 sur la saison 2012-2013. Il y avait un nouveau médecin qui était arrivé et il m'a dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est faire un petit peu de l'analyse globale pour que les semelles soient vraiment adaptées et utiles et surtout qu'on définisse quand il y en a besoin ou quand il n'y en a pas besoin. Donc voilà, donc moi je suis arrivé sur ce postulat-là. C'est toujours un peu le pédicure qui fait la pédicurie, donc je vais vous présenter un petit peu l'aspect pédicural au niveau du club dans son entité globale. Et puis on va passer après à ce que moi je pratique, c'est-à-dire plutôt la podologie. Alors, hop, je vais essayer de partager le PowerPoint. Si j'y arrive, vous me dites quand c'est OK pour vous. Donc voilà, du pédicure au sein du club. Donc le pédicure fait un suivi simple pédicural une fois par semaine chez les pros et une fois par semaine au centre de formation en alternant une semaine sur 2. Il n'y a pas de prévention qui est faite à proprement parler, c'est-à-dire qu'en début de saison, les joueurs ne passent pas auprès du pédicure pour faire une analyse de leurs troubles trophiques du pied. Et le pédicure n'a pas d'interrelation avec moi au sein du pôle podologique. Donc, mis à part le fait que quand moi je vois les joueurs, je regarde un petit peu ce que ça représente. En aucun cas, lui il va revenir vers moi au fur et à mesure de la saison pour me dire s'il y a eu un problème, un trauma, un truc, ou qu'il a travaillé sur quelque chose en particulier. Et il n'y a pas non plus de préventif au niveau du contexte de la chaussure vis-à-vis des troubles de son pied. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment, comme on disait tout à l'heure avec JP, c'est-à-dire qu'en gros là, le rôle du pédicure est vraiment un coupeur d'ongles qui est là juste pour soigner les joueurs, même si en pratique, il passe quasiment plus de temps à soigner le staff médical et technique qui profite de sa présence plutôt que les joueurs, mais je pense que ça c'est juste parce que il profite un petit peu de sa présence sur le moment. Donc, à moyen terme, mon objectif à moi, c'est si j'arrive à récupérer par la suite le pôle pédicural, parce que travailler en synergie ensemble, ça va être compliqué, ça serait vraiment d'intégrer la pédicurie dans le bilan initial de début de saison et dans tout le suivi du groupe de joueurs, aussi bien pro que centre de formation.
sur la saison complète. Voilà. Donc, après, sinon, donc, au niveau podologique, au niveau du centre de formation, à ma connaissance, mais je peux me tromper, mais il n'y a pas d'obligation particulière d'avoir un podologue au sein d'un centre de formation, même de catégorie A, au sein du foot français. Je ne sais pas, JP, si tu as des informations en ce sens ou pas. C'est-à-dire Il y a pas de. Enfin, moi, j'ai pas connaissance comme quoi il y ait une obligation d'avoir un podologue au sein du centre de. Ah, non, bien sûr. Toi non plus, tu n'as pas Bien sûr qu'il y a sur pas cela au niveau des données de la FIFA. Non, d'accord. Non, il n'y a aucune obligation. Donc, nous, chez nous, le podologue, et donc mon rôle à moi, c'est de faire un bilan podologique à la demande du médecin et du kinésithérapeute du centre. C'est-à-dire que en fonction de l'évolution du joueur au niveau de la saison et des blessures ou des choses comme ça, on me demande de voir un joueur. Il y a quelques années, on avait mis en place des bilans initiaux en début de saison. Sauf que c'est quand même assez compliqué à mettre en place pour la simple et bonne raison que les joueurs viennent un petit peu de partout. On a des joueurs qui comme chez les pros, mais sauf que là, on est sur un groupe de 95 à 110 gamins à s'occuper sur la saison. Donc, on a sur chaque catégorie d'âge des joueurs qui viennent un peu partout en France, qui viennent avec souvent des semelles orthopédiques faites par d'autres clubs ou d'autres podologues et qui veulent rester avec leur podologue qui les suit. Donc, on a arrêté depuis 2 saisons de faire un bilan systématique sur tout le centre de formation. On le fait uniquement avec la réserve et les U19. Et sinon, tout le reste, c'est à la demande, du kinésithérapeute qui m'envoie les joueurs pour faire un bilan. Et comme tout bilan classique, ils repartent avec un projet thérapeutique de sport, avec le préparateur physique et des choses comme ça. Et puis, c'est le médecin qui décide si on met en place les semelles orthopédiques. Et si les semelles orthopédiques sont mises en place, je revois les joueurs dès que c'est possible pour eux et au plus tard 2 fois par saison, c'est-à-dire à peu près tous les 6 mois. Au niveau des joueurs qui ont reçu qui portent, oui. Non, je ne pas. Au niveau des joueurs qui portent des semelles, yes, par contre, systématiquement, en début de saison d'après, si le joueur est toujours présent, une vérification de son plan avec un bilan et un suivi classique comme on fait pour le reste des choses. Donc là, pour la saison prochaine, enfin, en fonction de comment ça va évoluer, parce qu'avec la fin de saison, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il a été demandé par le staff technique de la réserve du club d'intégrer les préférences motrices au bilan postural, au suivi des joueurs et au niveau technique. Ça me rapprocher un petit peu de ce que fait le staff technique du club. Voilà. Si vous n'avez pas de questions particulières, je vais essayer de voir. On va passer au pro. Non. Ok. Donc du coup, chez les pros, c'est là que ça se complique un peu parce que on a une obligation légale, enfin le club a une obligation légale de faire un bilan podologique en chaque début de saison pour chaque joueur qui font partie de l'effectif professionnel qui est donné à la FIFA, à la LFP ou les autres au plus haut si les joueurs travaillent dans des clubs qui jouent à très très haut niveau. Par contre, ce bilan-là n'est pas défini. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bilan qui est fait classique, mécanique pur ou avec des bilans plus ou moins élaborés. Donc, comme je disais, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bilan. Donc, au départ, mon rôle, ça a été de faire un suivi des joueurs blessés.
c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on m'envoyait des joueurs qui avaient un petit peu des blessures. On me disait, tiens, comme disait JP tout à l'heure, on a vu le médecin, il a eu ses infiltrations, il fait du renforcement musculaire, il est suivi par le kiné, l'ostéo et tout, mais ça passe pas. Enfin, ça revient systématiquement. Est-ce que tu ne vas pas le voir pour voir un truc? Donc, on a commencé à travailler un petit peu comme ça. Et puis, très rapidement, au bout d'une saison et demie, il a dit, bah ouais, mais bon, ça serait bien quand même qu'on fasse un vrai bilan posé global pour mettre en place, si possible, une synergie de travail. Et donc, depuis la saison 2013-2014, donc juste après, on a commencé à faire des bilans sur chaque joueur. Chaque joueur avait un bilan médical, un bilan kinésithérapique, un bilan ostéopathique, un bilan podologique et postural, et nutritionnel, enfin tout ça. Et on faisait une réunion de début de saison pour voir un petit peu ce qui ressortait afin de mettre en place des projets thérapeutiques. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, sauf que pendant les 2 ans, on s'est vite rendu compte qu'on n'arrivait pas à travailler ensemble parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes et qu'on ne se comprenait pas forcément. Et c'est quand même pas mal le kiné qui chapeaute un petit peu toute la synergie de travail. Et donc, on a un petit peu changé d'axe de travail depuis la saison 2016-2017. Où là, moi, j'ai proposé d'intégrer vraiment un bilan podologique, comme on dit jusqu'à maintenant, mais surtout un bilan postural avec un petit peu de connaissances à côté. Donc, l'idée, c'est de faire un bilan en début de saison complet, que je vais vous expliquer après, de mettre en place un projet thérapeutique à court terme, moyen terme et sur toute la saison, en lien avec toutes les entités du club, de mon rôle en tant que podologue, en allant jusqu'à limite la nutritionniste et puis le préparateur physique. Et à partir de là, moi, je fais un suivi hebdomadaire des joueurs, c'est-à-dire que chaque semaine, je vois à la demande des joueurs qui souhaitent voir les joueurs que j'ai déjà vus. Et qui sont, enfin, je vois tous les joueurs, mais ceux qui ont déjà un plan dans lequel j'interviens, c'est ceux qui ont des spoilers orthopédiques en première intention. Et puis, éventuellement, je vois des joueurs qui n'avaient pas eu au début, on avait décidé de ne pas mettre en place des spoilers orthopédiques, mais qui au final ont une modification ou ont une blessure, et donc du coup je réintègre le schéma initial pour refaire un bilan et revoir comment ça passe pour éventuellement remettre en place un nouveau projet. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de chaque semaine. Après, je participe aux réunions médicales et techniques. Je vais vous expliquer un petit peu après comment se passe la semaine globale chez nous, et à peu près, je pense, on va un peu les deux. Et je dois intervenir à chaque match à domicile pour voir les joueurs qui ont besoin d'être vus, s'il y en a qui ont besoin d'être vus, et je travaille avec la nutritionniste du club pour faire le suivi de la nutrition des soirs de match avec la nutritionniste. Et par contre, depuis 3 ans maintenant, on a mis en place un espèce de pôle posturologique où en fait, je suis un petit peu comme je sais pas comment expliquer ça, mais une garde de triage, on va dire ça comme ça, et c'est moi qui chapeaute un petit peu tout ce qui est reprogrammation posturale. J'ai la chance au club d'avoir un médecin qui est très partisan de la posturologie, avec par contre une vision de la posturo où le pied ne fait pas partie des capteurs des entrées prioritaires. Mais tout le reste, il est très très friand de ça. Donc du coup, on a pu mettre en place un système de reprogrammation posturale sur le principe, je vais vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure. Et après, sinon, dans mon rôle, bilan à mi-saison sur tout l'effectif pour voir comment ils ont évolué, voir si ce qu'on a mis en place avait eu un intérêt et une efficacité avec tout le pôle médical. Et bilan de fin de saison quand c'est possible de le faire. Parce que des fois, les joueurs, à la fin du dernier match, ils attendent qu'une chose, c'est de prendre l'avion pour partir en vacances. Mais dans la mesure du possible, on essaie de le programmer la semaine d'avance si on n'a pas de problématique de fin de saison au niveau sportif. Voilà. Ça va, je suis assez clair. Je ne peux pas voir les questions, donc si jamais il y a quelque chose que j'approfondisse ou pas, n'hésitez pas. Pas de questions pour l'instant. Ok.
Donc, on va passer à la suite. Donc, voilà. Donc, explication d'un planning de semaine type pour une semaine en Ligue 2. Donc, en Ligue 2, la plupart du temps, on joue les matchs le vendredi soir. Il n'y a que 2 matchs qui sont décalés. Un le samedi après-midi, jusqu'à maintenant. Enfin, l'année prochaine, normalement, ça va changer. Un qui est décalé au samedi après-midi, un qui est décalé au lundi soir. Nous, même si on est un club qui navigue souvent sur le haut de tableau de Ligue 2, on n'est pas un club qui intéresse beaucoup la télé. Donc, on joue la plupart du temps le vendredi soir. Donc du coup, la semaine, elle se passe comme ça. C'est-à-dire que le lundi matin, il y a une réunion médicale qui est mise en place avec tout le pôle médical, c'est-à-dire le médecin, kiné, ostéo, podologue, nutritionniste, kiné du centre de formation, médecin du centre de formation, et préparateur physique. À laquelle je participe, puis entraînement le mardi matin pour les pros et soins l'après-midi, le lundi matin. Mardi, donc réunion technique uniquement avec le staff technique, entraînement matin et après-midi avec les joueurs qui ont un déjeuner commun le mardi midi pour pouvoir travailler toute la journée ensemble. Mercredi, un peu l'identique celle du lundi, sauf que la réunion n'est pas médicale. Puis, on va commencer à passer sur la deuxième phase de la semaine avec l'approche du match, où là, il y a une réunion technique et médicale pour savoir quels sont les joueurs qui vont être disponibles le vendredi pour le match, avec l'avis d'un petit peu tout le monde, entraînement le matin, puis les soins l'après-midi avant la mise au vert. Donc, on part à l'extérieur. Si on joue à domicile, le vert se fait le vendredi matin. Déjeuner commun, en collation vidéo classique, le match et récupération post-match avec les soins de récupération et tout ce qui est suivi global ou autre.